Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, le podcast du minimalisme numérique. Alors ça fait plusieurs mois en effet que nous n'avons pas enregistré de nouveaux épisodes, mais nous voilà de retour pour une nouvelle saison et j'ai hâte de vous partager les nouveautés. La première chose, c'est que nous avons agrandi l'équipe. Après Abdel qui m'avait rejoint en 2021, on s'est entouré de deux autres passionnés de tech, j'ai nommé Thomas Fazo et Julien Catella. On va en profiter dans ce premier podcast de la nouvelle saison pour vous les présenter, pour partager un petit peu leur histoire et leur centre d'intérêt. Ce sera l'occasion de définir une bonne partie des sujets qu'on va aborder durant cette saison. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va ? Salut Flo, ça va bien ? Salut Flo, ça va bien. T'as peur de parler un peu, Thomas ? Non, du tout, j'ai pas peur de parler, faut se concentrer un petit peu. On va commencer par toi, parce que t'es un des nouveaux dans cette saison 2022. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es ? J'allais dire d'où tu viens, mais voilà, pourquoi pas. Et ce que tu fais dans la vie ? Oui, moi c'est Thomas, donc moi ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi que je suis arrivé au Québec. Donc j'ai décidé de venir ici pour y vivre tout simplement, voilà, quitter la France et partir sur de nouveaux horizons. Et puis après, quand je suis arrivé, j'étais en études. Donc en études de 3D animation et effets spéciaux dans une école à Montréal. Et entre-temps, je faisais à mi-temps chez Lozo. Donc je sais pas si... Donc Lozo pour les Français, parce que ça je pense que c'est pas connu en France. Non. Globalement, c'est un magasin de photos. C'est un magasin de photos un peu comme chez Digiphoto en France. C'est un peu comme ça. J'ai travaillé là-bas pendant 8-9 mois. Et ensuite, j'ai été chez la concurrence, voilà, chez Gosselin. Gosselin donc, qui est un autre gros magasin photo. Voilà, plus gros magasin photo. Donc, on a 5 magasins, plus beau. Et donc, maintenant, je suis là-bas depuis 1 an et 2 mois, c'est ça ? Ouais, c'est précis. Et puis maintenant, je suis passé directeur adjoint depuis 4 mois. Ok, donc ton kiff, c'est les caméras, les appareils photo... Le matos son et lumière, c'est quoi qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans ? Moi, c'est chez Gosselin, c'est surtout la photo et la vidéo, parce que moi, de base, je suis vidéaste. Je fais un petit peu de photos aussi pour m'éclater, mais je suis vraiment dans la vidéo. Et après, c'est vraiment la nouvelle technologie, moi, qui me passionne. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a une nouvelle caméra qui sort, que ce soit une nouvelle lumière, un pavot de tube, une belle lumière, un beau néon, moi, ça me passionne et j'aime bien toutes les spécifications techniques. Apprendre sur le produit, c'est vraiment moi ce qui me passionne en fait. Ok, donc dès qu'il y a une annonce d'un produit, une keynote ou quelque chose comme ça, t'es devant l'écran et tu regardes. Okay. Ouais. Et surtout Apple aussi. J'en ai loupé aucune depuis l'iPhone 4S, je pense. Ok. T'es le genre de personne à avoir acheté le tout premier iPhone et à collectionner les produits ou... Ouais. iPhone 2G. Au début, j'ai eu un siphone. C'est un faux iPhone. Quoi ? Un siphone. C'était SCI phone. C'était un truc que j'avais acheté à Londres, ça coûtait 150 pièces, 150 €, et c'était tout nul en fait. Et je crois que je l'ai reçu, et 1 mois après, je me suis acheté l'iPhone 2G, après 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, pas juste tout. Ouais, t'en as raté aucun. Ouais, c'est ça, okay. Parce que je suis un gros fan. Et puis pareil, que ce soit pour les iPads, que ce soit aussi pour les ordinateurs Apple, la marque en général Apple, je suis très fan en fait. Okay. Gros budget. Ouais, c'est ça aussi. J'ai pas tellement investi dans Apple. En fait, je faisais de l'achat-revente. Chaque année, je revendais mon matériel. Et honnêtement, quand tu fais ça, et en plus à l'époque, tu sais, quand tu achetais un forfait où tu étais engagé 2 ans, ça te coûtait moins cher le téléphone. Et après, tu faisais marcher la fameuse loi pour faire casser ton forfait au bout d'1 an. Et en gros, tu revendais ton téléphone et finalement, tu gagnais même de l'argent pour racheter ton deuxième. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant des années. Donc toi, t'es en plus dans les combines comme ça pour gagner un maximum d'argent. Bah oui. Donc on va avoir une petite rubrique astuce. Une rubrique bon plan, revente de matos. On peut faire ça. Ok, bon, on reviendra un petit peu sur tout ça, sur tous ces sujets-là, je pense, dans la saison avec toi notamment. Et puis à côté de toi, on a Julien. Julien, salut, est-ce que tu peux toi aussi te présenter et me dire qui tu es ? Salut Flo, salut Abdel. Merci de nous accueillir sur votre podcast. C'est un vrai plaisir. Alors, écoute, j'ai quelques similarités un petit peu avec Thomas aussi. Donc, j'ai immigré au Québec. Alors, moi, c'est en 2011 que je suis arrivé. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai eu un peu de vie. Fait qu'en France, j'étais ingénieur. Puis, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé de partir en voyage. Et j'ai voyagé pendant à peu près 2 ans, essentiellement au Canada, États-Unis, puis un petit peu en Europe. Et c'était difficile de revenir après à mon ancienne vie. Donc, j'ai décidé de reprendre des études en photographie à Montréal. Ça m'a permis d'avoir un visa. Et tout s'est enchaîné à partir de là.
Donc j'ai travaillé à Lozo également. Alors on ne s'est pas croisé avec Thomas. J'ai travaillé 4 ans là-bas et je suis parti juste avant le rachat en fait, de l'entreprise par un autre mastodonte de la photographie au Canada. Et depuis peu, je travaille aussi justement à Gosselin. Après, au niveau photographie, alors moi je suis plus minimaliste, on va dire, dans mon approche de la photographie. Alors j'ai quand même pas mal bourlingué, on va dire, sur différentes marques de caméras. J'ai commencé en réflexe, j'ai embarqué dans les hybrides, dans les tout premiers Fuji. J'aime beaucoup la marque Fujifilm et Leica aussi. J'ai fait un petit peu d'argentique également, donc ça a été un retour pour moi à une photographie un peu plus essentialiste, on va dire ça comme ça. Et le voyage, du coup, fait vraiment partie de ma vie. J'ai travaillé 1 an à Apple aussi, quand j'ai fait un petit retour en France. Donc, j'aime beaucoup leurs produits, c'est certain. Et sinon, je suis passionné de crypto-monnaie aussi. Donc, j'ai commencé à investir il y a 4 ans maintenant. Et au début, c'était vraiment une approche de trading. Donc, je tradais essentiellement le Forex, le DAX. Ouais, j'avais tenté l'expérience de trader à tous les jours. Ok. C'était... Et ton expérience, du coup, t'en es revenu un petit peu? J'ai appris plein de choses, mais je pense que c'est extrêmement difficile de vivre du trading. Quand tu regardes quelques vidéos stress, YouTube, le stress en fait. Ouais. Pour moi, dès que tu es sur du court terme, tu joues avec les plus grands joueurs en fait. C'est ça, tu passes en Ligue 1. Fait que c'est ça. Et puis la crypto, au début, ce qui m'intéressait, c'était juste le fait que ce soit un marché qui soit très volatile. Donc ça permet de faire des beaux mouvements, des belles performances quand tu es dans le bon sens. Mais après ça, je me suis intéressé plus à la technologie. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur la blockchain, les usages. Donc voilà, la DeFi qui est arrivée l'année dernière. Donc toutes les applications qu'on peut avoir dans la finance, puis dans des choses plus concrètes de notre quotidien. Donc voilà, ça c'est un sujet d'intérêt pour moi. Ok, c'est un peu le raisonnement de pas mal de monde. J'ai l'impression que c'est au début, tout le monde s'est intéressé à la crypto pour le côté vraiment spéculation, se faire un peu d'argent, etc., dans la mesure du possible. Et puis après, on a commencé à plus s'intéresser à l'aspect technologie, ce qui se passe derrière les projets. Donc c'est un peu le cheminement que tu as eu, j'imagine. Absolument, oui. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est essentiellement de la spéculation malgré tout. Et je pense qu'on a besoin de passer par... On passe toujours d'une bulle à l'autre. Hein. On dit tout le temps la bulle, oui, c'est sûr. En fait, toutes les évolutions technologiques sont drivées par des bulles, d'une certaine façon. Internet a eu sa bulle à un moment donné, avant que ça débuzz. Puis là, après, finalement, c'est quoi les vrais usages d'Internet? Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à peu près au même point où la crypto-monnaie est arrivée à un moment où, effectivement, on arrive au grand public. On commence à avoir des acteurs majeurs qui s'y intéressent. Les gouvernements aussi, de plus en plus. Alors, ça ne va pas au même rythme. On a le Salvador, par exemple, qui essayait d'accepter le Bitcoin comme monnaie officielle. Et puis, d'un autre côté, tu as d'autres pays qui font tout pour bannir Russie, Chine. La Russie et la Chine, exactement. Okay. Donc, c'est intéressant de voir comment ça change. Mais ça change très, très vite, ça, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'on va avoir des très très belles discussions. C'est clair, c'est un des sujets aussi qu'on va aborder cette saison. Plusieurs sujets, les cryptos, les NFT, le Web3 en règle générale, je pense, ça doit aussi faire partie de tes centres d'intérêt. Abdel, je conclue le tour de table parce que tu es là depuis le début, on t'a entendu à quelques reprises. On a fait une longue pause. Ça a commencé en début d'été, puis ça s'est un petit peu rallongé jusqu'à la fin d'année, cette pause du podcast, mais on est de retour. Qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter? Est-ce que tu as beaucoup de changements depuis l'année dernière. Déjà, j'ai changé de travail. Comme je l'avais déjà mentionné, je travaille dans l'industrie de la télédiffusion, le broadcast. Et puis très récemment, j'ai changé pour une autre industrie. Je suis plus aujourd'hui dans la sécurité, cybersécurité. Gros changement, gros apprentissage, très content de mon choix. Et puis j'ai hâte qu'on ait des sujets intéressants à discuter tous ensemble. Ouais, écoute, ça va être vraiment très intéressant. Le fait d'être à plusieurs, ça rajoute une motivation supplémentaire. J'ai envie de dire, je sais pas si vous le voyez de la même façon, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir des discussions encore plus animées, des points de vue différents, donc plus de débats aussi. Donc ça qui va être cool. Et j'ai une première question parce que Thomas, on se connaît un petit peu. Qu'est-ce que tu penses du minimalisme ? Parce que je sais que tu as quand même pas mal de choses chez toi, tu as tendance à être un acheteur compulsif, donc j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Non, mais j'aime bien le minimalisme. J'aime bien, c'est juste que oui, je suis acheteur compulsif parce que je suis tellement fan de la technologie que je suis toujours obligé d'acheter les choses dernier cri, de revendre, d'acheter, revendre, etc. Donc
c'est vrai que c'est compliqué. Bon, maintenant, je me suis calmé quand même. Hein. Je me suis calmé. Les derniers trucs que je me suis achetés, c'était... Des NFT aujourd'hui. Non, mais en vrai, non, après, je revends beaucoup, donc c'est vrai que voilà. Mais sinon, oui, j'ai commencé à la crypto-monnaie et les NFT mi-année dernière. C'était quoi, en début juin, mi-juillet, je crois que c'était avec toi d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai commencé à me mettre là-dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais de loin, j'en avais entendu parler, mais j'étais pas rentré dedans. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc j'ai commencé un peu à bouquiner, regarder, lire des livres, je sais pas, regarder des vidéos, des podcasts. Et puis après, moi, je suis un amateur vraiment là-dedans. Et je pense rester un amateur. Je sais pas si je vais aller plus loin que ça, mais je m'éclate, je m'amuse comme ça à droite, à gauche. Mais... Est-ce que t'avais l'impression d'avoir raté un peu le train et du coup, t'as voulu rattraper le truc, essayer de t'y intéresser, ou comment t'as vu la chose quand tu t'es dit il y a ça qui existe, j'aurais peut-être dû m'y intéresser plus tôt. Comment ça s'est passé en fait? J'avais pas tellement le temps avant, parce que je savais que c'était quand même assez prenant comme chose. Hein. Je veux dire, il faut quand même avoir les yeux dessus, et puis il faut quand même regarder, s'investir quand même énormément dedans. Et c'est quelque chose, je savais que je devais le faire, mais que j'avais pas le temps. Je travaillais 7 jours sur 7, c'était compliqué. Et puis après, c'est vrai que ici, quand j'ai commencé à rencontrer 2-3 personnes qui m'en parlaient, qui me disaient « Thomas, t'es pas dedans et tout, il faut que tu t'y mettes, etc. » Allez, je m'y mets, et puis là, ça fait presque 6 mois. Bon, comme je disais, je suis amateur, donc j'ai pas poussé le truc parce que j'ai pas non plus eu le temps. Maintenant, je commence à avoir mes week-ends, etc. Je commence à avoir mes 2 jours semaine, donc je peux checker un petit peu plus, c'est plus simple pour moi. Puis c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus dedans. Puis les NFT surtout. Ouais. Même si pour l'instant, j'ai un avis un peu négligé sur ça. Je sais pas encore quoi penser de ça, mais c'est très prometteur aussi. Ok. Comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est dans des futurs épisodes, on ira plus en détail, parce que là, on gratte vraiment la surface, on est juste en train de parler rapidement de ça. Et je pense que Julien, tu auras pas mal d'informations, de précisions à nous apporter sur tous ces sujets-là. Et ouais, ça va être intéressant. Mais je suis un peu dans le même cas que toi, où je me suis intéressé aux cryptos. En fait, en 2017, j'ai eu l'occasion de rencontrer Owen, donc Owen Simonin Asher sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et il nous avait un petit peu initié à ça, mais j'étais pas rentré à fond dedans, tu vois. Donc, j'ai lâché pendant quelques mois, voire même 1 an. Et au final, ça évolue tellement vite que c'est compliqué de... il faut vraiment s'y intéresser régulièrement pour pas lâcher. Et pour suivre toutes les évolutions, tous les nouveaux projets qui peuvent exister, en fait. J'imagine que c'est un petit peu ça, le secret, c'est de toujours être dessus. Moi, je dirais, vraiment le point, ce qui m'a marqué, c'est de regarder des bitcoiners maximalistes qui sont dedans depuis les tout débuts, tu vois, même 2013, 2014. Et à chaque fois, ils disent « je commence à peine à comprendre ce que c'est que Bitcoin ». Et à chaque fois, ça marche. Je me dis « ok, moi, j'avais la naïveté de penser que j'avais compris c'était quoi Bitcoin. Puis eux, après presque 10 ans maintenant, tu sais, ils se posent encore la question de ce que c'est. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. Parce que quand tu commences au début, effectivement, ça met une espèce... c'est le fameux FOMO, la Fear of Missing Out. Ouais. Donc, tu as l'impression que tu manques quelque chose. Tu vois les cours qui explosent. Et tu te dis, OK, fuck off, j'y vais, all-in. All in sur la crypto. Et puis derrière, il y a une grosse rechute. Et tu te prends la drop habituelle. Voilà, c'est bienvenue en crypto. Mais c'est ça le truc, c'est qu'au début, tu sais pas trop dans quoi t'investis. Et plus tu comprends vraiment c'est quoi les enjeux, et plus tu te dis, en fait, c'est un pari sur le futur, en fait. Mais plus le temps passe, et plus je pense que le degré de certitude, c'est toujours les investissements, c'est un risque qu'on prend. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, le risque est tellement... on n'est pas des conseillers financiers ni rien, donc on ne vous incite absolument pas à investir, vous faites vos propres choix, et voilà. Exactement. Donc c'est ça, je pense que au début le risque était extrêmement grand, c'est là des gens qui ont fait des millions, c'est parce que voilà, c'est facile de le dire aujourd'hui avec le recul, mais en 2011, 2012, 2013, il fallait vraiment, si t'étais pas dans la game, c'était difficile. Donc voilà, et maintenant je pense qu'on est rendu à un point où on sait quand même que, clairement je pense pas que la crypto-monnaie va disparaître. On se demande plutôt sous quelle forme elle va vraiment changer notre quotidien. Est-ce que la décentralisation, toutes ces promesses-là qu'on nous fait vont être comme on l'imagine ? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on va avoir quand même une certaine centralisation qui va revenir avec des acteurs majoritaires, comme on a le GAFAM aujourd'hui. On aura le GAFAM de la crypto. Si ce n'est pas eux, ça sera d'autres. Mais
On le voit avec le USD Coin. On le voit avec le USD Coin, on le voit effectivement avec même certains exchanges qui ont des mastodontes, Binance, Crypto.com, Coinbase et compagnie, qui pèsent aujourd'hui des milliards, qui dépassent même certaines banques, qui ont changé les noms des stades de foot, et voilà, c'est rendu là. Fait qu'on ne reviendra pas en arrière, je pense pas. Donc on est quand même tôt. Pour ceux qui s'y intéressent, je pense que c'est un bon moment d'ouvrir les livres, commencer à regarder un petit peu, se documenter là-dessus. Et en tout cas, on va essayer très modestement et humblement d'en parler dans le podcast. Moi, je pense que 2021, c'était l'an zéro du début du Web3. L'année où ça s'est un peu démocratisé en termes d'apprentissage. Les gens ont commencé à s'y intéresser, comprendre comment ça marche. Et même côté législatif, par exemple, il y a eu des séances dans le Sénat et le Parlement aux États-Unis où est-ce que les gros acteurs se sont prononcés là-dessus, ont exprimé un peu leur inquiétude de ne pas voir le gouvernement engagé sur le sujet. Je pense qu'on est au début de quelque chose. Moi, pour ma part, je suis très sceptique sur les projets actuels, comme les NFT, mais je vois énormément de potentiel pour la technologie qui est derrière. Donc, la blockchain en particulier, puis les crypto-monnaies, mais pas toutes les crypto-monnaies. Mais je pense qu'on est en début de quelque chose de très, très intéressant. Bien évidemment, quand on commence une révolution, on commence toujours par l'art. Donc, les NFT, je peux comprendre que c'est le début. Et puis, je ne sais plus c'est qui avait donné un exemple, mais c'est un peu... on compare, en fait, justement, le début du Web3 avec le début quand on a eu les machines à imprimer les billets, quoi. Donc, on est passé d'une valeur qui était basée sur des minerais et là on passe sur une valeur qui est basée sur autre chose, donc le Bitcoin, le Ether et puis tout ce qui est toutes ces cryptos. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là on est dans ce tout premier podcast et l'un des sujets sur lesquels on s'est arrêté assez rapidement, c'est celui-là. Donc ça montre... non mais c'est pas désolé, ça montre bien que c'est quand même un sujet dont tout le monde commence à entendre parler. C'est quelque chose qui commence à se démocratiser. 2021, on l'a vu, de plus en plus de gens commençaient à rechercher les mots crypto, NFT sur Google. Donc clairement, c'est un sujet qui va vraiment continuer de grossir et grossir au fur et à mesure du temps. Donc on se devait de commencer à en parler dans ce premier épisode. On y reviendra bien évidemment. Ça ne sera pas l'intégralité du podcast, mais en tout cas, on reviendra sur ces sujets-là parce que ça va prendre de plus en plus de place, ça j'en suis certain. Donc, d'un point de vue minimaliste, Thomas, on revient sur le minimalisme. On a parlé d'un peu de minimalisme avec Thomas, mais... Belle esquive. Ouais, bien joué. Globalement, même toi, Julien, par rapport au minimalisme, tu as parlé un peu de voyage et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as un petit peu ce réflexe d'avoir le moins de choses possible pour être plus léger, partir un petit peu, bouger, etc. Comment tu absolument. Moi, l'apprendre. Non, c'est un sujet qui me passionne. On va pas mettre la passion à toutes les sauces, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça a commencé effectivement quand j'ai commencé à voyager. Parce que quand tu voyages un certain temps, forcément, ta vie, tu la portes sur ton dos. Ouais. Alors, je suis parti... je me rappelle d'avoir lu un truc qui m'avait marqué, qui disait... pour partir avec la bonne quantité d'affaires dans ton sac, tu prends vraiment, sur une table, tu vas mettre tout ce qui est vraiment essentiel à ton voyage. Pas plus que l'essentiel, ok ? Et puis tu pars avec la moitié de ça. C'est dur pour Thomas, ça. Et tu pars avec la moitié de ça. Ce qui veut dire que tu vas nécessairement couper dans des choses que tu considères essentielles. Et malgré du coup cet exercice auquel je me suis prêté, je me suis retrouvé après 3 mois, je me rappelle, j'étais en Gaspésie quelque part avec mon gros sac, j'ai dit oh non, c'est plus possible. Je me suis arrêté dans une poste, puis j'ai tout rechippé en France par bateau, puis là je me suis rendu, j'avais pour le coup vraiment très très peu de choses. Okay. Et pendant 1 an et demi, donc je voyageais, je faisais du couchsurfing à l'époque, donc je dormais chez les gens un peu partout, et c'est là vraiment que j'ai redécouvert, on va dire, le voyage. Voyager avec très peu de choses, puis je l'ai fait après à Compostelle par exemple, donc j'ai fait Compostelle avec un tout petit sac, c'est génial en fait, vraiment je trouve que tu as une certaine liberté. Donc oui, Laika j'aime beaucoup, alors Laika ils disent less is more, alors je sais que c'est très, on peut en discuter longtemps, leurs produits sont overpriced et compagnie, mais dans l'idée j'aime ça, c'est ce principe que moins on en a, plus on va être créatif, plus on va en faire en fait. Ouais. Donc ça me parle beaucoup. Et juste un truc, moins on en a, ça veut pas dire être radin. Tu peux avoir peu de produits, mais de très haute qualité. Donc c'est exactement cher, ça. En fait. Moi, dans mes vêtements, voilà.
T'as pas besoin d'en avoir 10 s'il y en a un qui fait bien la tâche mais qui est plus cher, tu vois. Donc tout à fait. Donc non, c'est ça. Moi, définitivement, dans mes vêtements, dans mon équipement informatique ou quoi que ce soit, j'achète. Je suis un peu radin dans le sens que j'aime pas dépenser. J'aime mieux gagner de l'argent que le dépenser. Mais quand je le dépense toujours sur des produits très haut de gamme, des choses que je sais que je vais garder longtemps. Ok. Donc selon moi, une bonne vision du minimalisme quand même. Et puis il y a le mot essentialisme aussi, je sais pas si tu es familier avec ça, Flo, mais c'est une amie qui m'en avait parlé parce que je parlais toujours du minimalisme, j'avais vu le documentaire, j'avais lu le livre de Marie Kondo, voilà, bon, on est tous passés par là quand tu t'intéresses au minimalisme. Et elle m'avait dit, mais en fait Julien, peut-être ce qui est plus intéressant, c'est l'essentialisme, parce qu'il y a des choses qui peuvent, quand on est sur le minimal, on est sur la quantité, alors que quand on est sur l'essentiel, on est sur ce qui a de la valeur pour toi. Et si toi, par exemple, tu tripes sur les livres, pour quelqu'un, ça pourrait être peut-être superflu, mais peut-être que pour toi, c'est vraiment important parce que t'as la collection complète des Tintins, je ne sais pas, et pour toi, c'est essentiel. Alors, c'est peut-être pas minimal, mais c'est important quand même d'avoir des choses qui, pour toi... Mais si chaque item qui t'entoure ont tous une signification particulière, t'apportent de l'énergie quand tu le prends, comme Marie Kondo dit, cette notion d'énergie que je trouve intéressante, mais là, à ce moment-là, c'est intéressant. Thomas, je pense que ça serait marrant qu'on se fasse un épisode où on doit sélectionner juste 10 ou 15 produits que tu dois choisir et t'as juste là que tu peux emmener avec toi en vacances. Ton setup en photo. Non mais je rigole aussi parce que ça m'a fait penser en fait à quand j'étais parti en road trip, c'était en 2018. C'était 2018, j'étais parti faire la côte ouest des États-Unis. Et en fait, j'ai pris mon sac Peak Design, j'avais un 30 litres, et il faisait 22 kilos. En fait, j'avais pris, parce qu'à chaque fois que j'avais tout dans la main, je me disais, ouais, mais mon 5D Mark IV, il va faire des belles photos, mon GH5 le fait pas. Mais le 5D Mark IV, il fait pas de bonnes vidéos, mais le GH5, il le fait. Bon, moi, je prends les deux. Qui dit les deux, dit pas les mêmes objectifs. Donc, il y avait deux parcs objectifs à l'intérieur du sac, plus il y avait le Mavic Pro, il y avait tout, il y avait le drone, il y avait l'appareil photo, du coup, il y avait aussi le trépied peut-être. Batterie différente, batterie différente, les chargeurs. Il y avait aussi les cartes SD qui étaient différentes parce que pour la vidéo, c'était beaucoup plus lourd. Enfin, c'était un gros bordel, quoi. Et puis, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai posé mon sac. Ils m'ont dit, vous dépassez un petit peu. Je dis, c'est pas grave, c'est moi qui le porte. Donc, ils m'ont laissé passer. Ça va, j'ai eu de la chance. Et mes 22 kilos, j'étais sur un Peak Design 30 litres. Mais est-ce que tu as profité de tes vacances en sachant que tu pouvais pas te faire une randonnée avec ton 22 kilos sur le dos Je l'ai fait. J'avais juste mal au dos, quoi. Mais c'est sûr que maintenant, quand je pars en randonnée, et là cet été, j'avais été faire la côte ouest du Canada, et je suis parti avec beaucoup moins. J'avais un appareil photo, un objectif, et c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai même revendu cet appareil photo pour pouvoir m'acheter autre chose. Et on viendra un jour quand on parlera des appareils photo, mais je vais possiblement passer chez Fujifilm pour justement, quand je pars à droite à gauche comme ça, j'ai un petit appareil photo, un X100V, c'est tout petit, je mets dans la poche, ça fait des belles photos, c'est la focale que j'aime le plus, en plus c'est le 35 mm en général, donc c'est ça à peu près que je veux avoir tout le temps dans ma poche. Et puis voilà, maintenant j'aimerais bien avoir quelque chose de plus compact, plus léger, 3 litres maximum sur moi, et puis profiter aussi un petit peu des paysages et tout, éviter de sortir tout. Finalement, je vais plus en profiter en regardant moi-même de mes propres yeux que de prendre des photos pour des autres personnes. Ouais. Et quand tu me dis tu vas acheter un appareil, est-ce que tu te sens capable de le garder dans la durée ou est-ce que tu vas rapidement le remplacer dès qu'il y aura un nouveau modèle qui va sortir ? C'est sûr, je vais le remplacer. C'est sûr. Okay. Après, donc tu vas essayer de le revendre et pour en acheter un autre c'est sûr. directement. Okay. Ça reste quand même du minimalisme. Oui, non, mais après, tu les collectionnes pas. Non, mais après, je suis tellement picky sur la vidéo qu'il me faut dans un appareil photo quelque chose qui soit aussi performant en vidéo, et c'est compliqué aujourd'hui, photo, vidéo, de faire quelque chose de très, 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 très performant. Ouais. Est-ce que tu arrives à séparer quand même perso et pro ? Dans le sens où pour les contrats pro, si jamais tu dois faire des vidéos ou des photos, là tu peux avoir du matériel un peu plus gros, un peu plus évolué, de meilleure qualité. Est-ce que en perso, tu arrives à faire la différence et te dire que tu peux uniquement partir en vacances avec un petit produit sans avoir le gros matos que tu as en pro ? Tu te sens capable de ça quand même ou c'est compliqué pour toi ? C'est encore un peu compliqué aujourd'hui, mais je suis en train de changer. Je suis en train de changer parce que par exemple, là, j'ai vendu tout mon matériel pour pouvoir justement m'acheter juste le minimum qu'il me faudrait. Et quand j'ai des gros tournages, je loue. Et je trouve ça plus logique aujourd'hui de louer du matériel, surtout pour des contrats professionnels, que d'avoir mon matériel à moi, et il faut faire les calculs d'amortissement, tout ça. Et non, ça, j'ai plus envie. Ok. Mais c'est surtout que le matos évolue tellement vite. On voit des caméras, il y en a tous les 6 mois qui sortent des nouvelles, c'est pas plus. Si tu achètes,
dans un an, ta caméra elle est quasiment obsolète parce qu'il y en a des meilleures, donc c'est vrai qu'autant louer. Après, j'imagine que ça dépend de la récurrence de tes projets, etc. Parce que si tu dois aller tous les week-ends, c'est peut-être pas rentable. Mais si tu as un projet, si tu as 2-3 projets par mois, peut-être que ça peut valoir le coup, tu vois. Non, c'est vrai, ouais. Mais après, moi, c'est vraiment là, je suis en train de vraiment changer dans ma tête. Donc, c'est pas mal. En passant, c'est une bonne checklist, ce que vous avez dit là, de se poser à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. On peut d'abord se demander est-ce que quelqu'un peut me le prêter ? Dans un deuxième temps, est-ce que je peux le louer ? Et en dernier recours, je vais l'acheter. Et en faisant, ça paraît tout bête, mais je sais pas, tu pars en camping, au lieu d'aller acheter ta tente, est-ce que je connais pas quelqu'un dans mon entourage qui pourrait m'en prêter une ? Ou etc. Je peux louer compagnie. Ouais. Et par exemple, est-ce que tu serais capable de ne garder que ton téléphone pour faire des photos pendant ne serait-ce qu'un week-end ? Le pire dans tout ça, c'est que je sais que l'iPhone il est excellent en photo et tout. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu penses que c'est OK ou j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à éditer sur mon téléphone. J'aime pas trop le concept encore aujourd'hui. Tu peux amener tes photos de ton iPhone sur ton ordinateur. Ouais, mais je trouve ça pas pratique. Je trouve ça, ça me saoule. C'est intégré avec. Ouais, je sais. Non, mais vraiment, je sais. Il y a des trucs des fois, je comprends pas pourquoi je le fais pas alors que je suis fou de la technologie, mais genre, je suis très encore. J'aime bien importer avec ma carte SD que c'est plus rapide, etc. Parce que tu sais, quand tu fais des fichiers 62 mégapixels ou des GFX moyen format, c'est 200 MO la photo. Quand t'envoies sur ton téléphone, c'est un peu lent, tu vois. Je pense que t'aimes bien la prise de l'appareil photo, l'expérience que ça procure. C'est pas la même chose qu'avec un téléphone. C'est sûr qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses un peu comparables. On va pas se le mentir, hein, l'iPhone dernier cri, quand tu le compares à des grosses lentilles aujourd'hui avec un gros appareil photo derrière, franchement, c'est proche. C'est proche. On y arrive. Bon, après, d'un point de vue professionnel, non. Voilà. D'un point de vue amateur, faut pas c'est déconner, proche. mais d'un point de vue amateur, je suis d'accord. Ah oui. Quand tu pars en week-end, t'as pas besoin d'emmener du matos professionnel. Non, c'est ça. Mais on le savait de toute façon, et puis ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit que le marché s'effondre. On vend quasiment plus de caméras compactes parce que les téléphones font beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a eu un petit regain avec les vlogs et tout, mais je pense que ça n'a pas trop pris. Oui, mais ça va être les caméras du coup plus mirrorless là, avec des capteurs plus grands, parce que là pour le coup c'est une vraie différence. Un téléphone garde un petit capteur. Ouais, bien sûr. Alors oui, on peut peut-être les augmenter. Oui, le software derrière permet de jouer sur la profondeur de champ et de le simuler, mais on arrive aux limites du téléphone à mon avis à ce niveau-là. Par contre, tant que t'es en pleine luminosité, en vrai, un téléphone ça passe très bien. Exactement. C'est vraiment pour le low light où ça pose problème, mais sinon, c'est pas si mal. On a parlé de location, d'ailleurs, instant promo, est-ce que vous en faites chez Gosselin de la location ? On fait de la location et on fait beaucoup de location professionnelle. Donc typé un peu cinéma, donc on va avoir vraiment du matériel cinéma, on va avoir des caméras cinéma, des objectifs cinéma, puis après on a accès aussi à une location grand public, donc soit des appareils photo, des petites caméras, et puis on essaie quand même on essaie de changer quand même assez souvent les caméras, et puis là aussi avec notre nouveau site internet qui va pas tarder à arriver, on va pouvoir directement louer depuis cet internet, et puis on va voir tout ce qu'il y a dans les magasins disponibles, etc. Donc ça c'est un petit tease. Hein, c'est une annonce exclusive là. Je connais la date. Je l'attends depuis 2 mois le site internet. Bon, en tout cas, si vous nous écoutez depuis Montréal, vous pouvez passer chez Gosselin et puis louer du matériel. Il y aura Thomas et Julien qui pourront vous accueillir. Avec plaisir. Et puis si un jour Gosselin veut nous sponsoriser le podcast pour faire de la promo comme ça, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. On peut passer un peu à la productivité, parce qu'on essaie de faire de brosser un petit peu les 3 piliers du podcast pour voir un petit peu, pour sonder un petit peu qui vous êtes. Côté productivité, est-ce que l'un ou l'autre, peu importe qui commence, est-ce que vous avez des routines, des astuces de productivité et comment vous comportez au quotidien niveau organisation par exemple ? Ouais, je peux commencer Thomas si tu veux. Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, donc c'est en 2000... que je ne dise pas de bêtises, 2017-2018, j'avais voulu lancer ma compagnie de print on demand. Okay. C'était le dropshipping qui était très très fort. Puis là, je m'étais comme, je pense que c'est rendu trop mainstream, je vais trouver qu'est-ce qu'il y a de mieux. Puis il y avait le print on demand qui m'avait bien parlé. Fait que là, j'avais commencé à créer. Alors, j'annonce tout de suite le spoiler alert. J'ai vendu aucun t-shirt, donc ça a été une catastrophe. Mais après, j'ai pas persisté énormément parce que c'était pas non plus une passion. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être passionné par tout projet d'entrepreneuriat. Par contre, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Donc, je me suis familiarisé avec déjà certains sites internet sur lesquels tu peux accomplir des tâches. Donc, par exemple, Fiverr où je faisais faire mes designs. J'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. J'ai découvert plein d'outils. J'ai essayé de réorganiser un peu mes façons de travailler parce que je travaillais aussi à temps plein à ce moment-là chez Lozo, comme j'avais mentionné tout à l'heure.
Alors, ouais, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres que j'ai lus là-dessus. J'ai découvert Tim Ferriss. Son livre, la fameuse semaine de 4 heures, le livre probablement le plus recommandé sur tous les podcasts d'entrepreneuriat. Alors, je dirais que j'ai essayé pas mal de choses. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. J'avais essayé les Pomodoro, j'avais essayé... j'ai même fait du fasting à un moment donné pour essayer de booster ma productivité. T'as été loin. Ouais, j'ai fait les Uber Cycles, je sais plus trop comment on appelle ça, où je dormais plus en fait. Je faisais juste toutes les 4 heures, je faisais des pauses. Mais ouais, c'était vraiment compliqué là. ouais, j'ai pris cher. Mais je l'ai fait genre une semaine ou deux. Après, je dis comme non, ok, ça marche pas, on arrête ça. Aujourd'hui, ce qui reste pour moi, c'est cette idée qu'en fait, quand tu gagnes la première heure de ta journée, tu gagnes ta journée. Ce qui veut dire que si ta première heure, tu fais des choses qui sont positives pour toi, tu t'enlignes très très bien. Si tu commences en prenant ton téléphone et en lisant des notifications, c'est classique, mais en fait, c'est que tu es dans un mode de réactivité. Ouais. Le monde agit et réagit sur toi. Alors que si tu commences par exemple une heure de deep work où tu vas faire un projet sur lequel tu as besoin de mettre du temps parce qu'on a aussi la fatigue décisionnelle et tout ça qui est important au début de journée. Donc si tu veux écrire un livre par exemple ou tu veux faire des chaînes, des vidéos YouTube ou n'importe quoi, de consacrer la première heure de ta journée à ça, ça fait vraiment la différence. Okay. Et surtout je pense quand tu es en salariat, du coup ça a été vraiment une réalisation que j'ai eue dans mon ancien emploi. Je me rendais compte que, en fait, comme tout le monde, tu te lèves un peu flush, t'es fatigué, tu niaises un peu sur ton téléphone, puis là t'arrives, puis ça y est, t'embarques en fait dans le projet de ton employeur. Lui, tu construis son rêve, tu comprends, c'est ça l'idée. Ouais, tu travailles pour le rêve d'un autre en fait. Exact, et puis quand tu rentres chez vous, t'es fatigué, du coup t'as plus d'énergie à mettre sur tes propres projets. Donc c'est là que j'avais commencé à me lever plus tôt, fait que je me levais mettons à 5h du matin, puis ma première heure je la mettais sur moi, puis je me disais après ça, si j'ai moins d'énergie pour les clients ou pour mon employeur, Thomas, je fais plus ça, je te promets. Donc du coup, je me disais c'est moins pire quoi. Donc c'est les choses j'ai continué à garder. Et ça, tu fais toujours ça bien. Tu te lèves toujours aussitôt ou t'as un petit peu Non, là je me suis calmé parce que en ce moment les investissements, je suis plus sur du long terme, donc j'ai plus besoin de mettre autant d'énergie. Okay. Puis je sais plus, c'est intégré maintenant dans une routine quotidienne de veille sur ce qui se passe, des choses comme ça, à moins qu'il y ait des projets plus précis à un moment donné, mais voilà. Okay. Et est-ce que tu gardes une routine quand même là chaque semaine où tu te lèves à une heure précise tout le temps, tu te couches à une heure précise tout le temps, ou c'est plus aléatoire en ce moment, je t'avoue que la Covid, ça l'a pas mal fucké un peu toutes les routines, comme pas mal de monde, ouais. J'essaye aussi, puis je voulais pas non plus m'enfermer dans une routine trop stricte, donc je pense que c'est important aussi d'avoir des moments où tu sors de ça. Mais tant que moi, mes objectifs, donc je vais avoir des objectifs annuels, qu'ensuite je vais descendre sur des trimestres, puis après ça sur les semaines, tant que c'est atteint en bout de ligne à la fin de la journée, donc j'ai un petit carnet, et puis je note tous les objectifs que je m'étais mis, tant qu'ils sont cochés, c'est correct. Fait que je sais que si je le fais pas le matin, le soir je vais plus rusher, fait que je vais m'adapter. Puis après on a des horaires à la job aussi qui peuvent varier. Des fois tu finis à 21h30 ou tu commences à 10h, 9h, 8h. Fait que c'est ça. Il y a le directeur adjoint là qui rigole là. Regarde, lui commence toujours à 5h du matin et finit à 22h. Bon, et toi Thomas, du coup, productivité, ça dit quoi? Moi ça va être différent de lui du coup. Et surtout depuis que j'ai le nouveau poste, parce que forcément je suis quand même obligé de préparer un peu ma journée avant d'arriver. Et puis je suis quelqu'un qui est assez ordonné en général au travail. Je me trompe. Mais j'essaie toujours de penser à mon équipe parce que je suis quelqu'un qui est très 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 équipe. Voilà. Okay. Moi, on gagne en équipe, on marche en équipe. Si on tombe en équipe. Et puis c'est pour ça qu'en fait je pense toujours à nous tous. Et je m'en mets plein la tête, c'est sûr. Donc c'est pour ça que des fois j'essaye un peu de calmer un peu le jeu, j'essaie de sortir, de penser à autre chose, etc. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez émotif. Et stressé? Non, je suis pas stressé, mais je peux réagir quand même des fois. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça soit fait tout de suite, j'ai envie que ça soit propre, que ça soit à ma manière, etc. Donc c'est vrai que voilà. Et donc j'essaie un peu de travailler sur ça en ce moment, mais sinon productivité, moi le matin je me lève assez tôt quand même, j'arrive pas à dormir plus tard en fait, j'aime pas traîner au lit non plus, à part quand vraiment je suis fatigué de quelque chose, mais sinon non, je me lève tôt pour pouvoir justement penser à tout ça, et puis penser aussi à mes affaires à moi personnelles à côté, donc parce que moi j'ai quand même la boîte de vidéo à côté à travailler, donc il y a quand même plein de choses à faire, et puis moi j'ai toujours été dans une famille où on était très entreprise, donc j'ai toujours baigné là-dedans et moi j'ai toujours voulu avoir mon entreprise à moi.
Donc je réfléchis toujours à qu'est-ce qui pourrait s'améliorer par la suite pour moi, comment je pourrais améliorer les choses pour que ça marche mieux, comment je pourrais faire pour le marketing, pour plein de choses. Enfin, il y a plein de choses à quoi je réfléchis, donc ça fuse un peu dans ma tête. C'est vrai que j'avais pas trop le temps avant. Là, c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus le temps, donc je réfléchis à comment je pourrais améliorer la chose, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que 80% du temps, c'est la job que j'ai à Gosselin qui fait que ça prend tout le temps mon énergie. Donc je rentre le soir, je me couche quand même assez tôt, 20h30. Non, je vais me coucher quand même aux mêmes heures. Et la 3D là-dedans ? La 3D. Donc moi, j'ai eu mon année, donc j'ai eu ça en décembre 2021. Ouais, c'est tout frais, félicitations d'ailleurs. Merci. Félicitations. Donc c'était un diplôme en 3D d'animation et effets spéciaux. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, parce qu'il y a plein de corps de métier là-dedans, c'était vraiment le compositing. Donc le compositing, c'est, pour vous expliquer, c'est un système nodal en fait, avec un logiciel qui s'appelle Nuke, où on va pouvoir changer des arrière-plans, des fonds verts. En fait, c'est rassembler tout la 3D, les images qu'on a capturées avec des caméras, tout ça dans une vidéo tout simplement, et l'exporter. Donc il y a tous les effets au niveau de la fumée, au niveau des effets spéciaux qu'on va avoir. En fait, on regroupe tout, on est les derniers. Tu vas mixer un peu des plans 2D avec la 3D, des plans réels avec des plans, avec des effets spéciaux. Il faut que ça se voit pas. Tout intégrer pour que ça rende bien, quoi. C'est ça. En fait, le mot, c'est vraiment l'intégration pour que ça se voit pas à l'écran. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les films, quasiment tout est en 3D, on s'en rend même pas compte. Exact. Il y a des choses. Des gros studios à Montréal. Après, c'est vrai que Montréal, c'est une ville un peu idéale pour la 3D, parce qu'il y a énormément de studios qui sont ici, en Amérique du Nord en tout cas. Ça fait partie des beaucoup de cinéma. villes. Beaucoup de cinéma ici, et puis il y a beaucoup de studios aussi qui sont dans plusieurs pays. Par exemple, on pourra avoir Montréal qui va être avec Los Angeles, Vancouver et Paris, et du coup on peut aussi faire des mutations. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis comme je disais, il y a plein de corps de métier. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est le modeling, donc c'est vraiment la création d'un objet en 3D. Donc on part vraiment d'un cube, on vient recréer tout. Et aussi du coup l'intégration. Pourquoi j'aime ça? Parce que moi je viens de la vidéo, le montage j'en ai toujours fait, et puis là j'aime vraiment le fait qu'on puisse gérer comme on veut. C'est nous qui choisissons comment organiser notre vidéo, et puis non, c'est vraiment ça que j'adore vraiment dans ça. Alors pourquoi je suis pas parti là-dedans? Parce que comme je disais, ça faisait pas mal d'années que j'enchaînais 7 jours sur 7, j'en pouvais plus, et je sais que c'est quand même un métier qui est ultra demandant, même si c'est très bien rémunéré. C'est très demandant, et j'étais pas prêt à partir tout de suite là-dedans, et puis je préférais le faire à mon compte, parce que comme je disais, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir une entreprise à mon nom. J'en avais déjà en France que j'avais clôturé, et puis là je voulais repartir ici, quoi. Ok, donc là tu es plus sur la construction d'un projet qui pourra allier vidéo, 3D, etc. Exactement. Mais c'est vrai que là en ce moment je suis un peu posé dans le sens où il faut d'abord que je m'occupe de mon immigration totale à 100%, je veux dire, au Québec, qui est quand même assez long, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas encore sous la RP, donc la résidence permanente. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être aussi un des sujets, l'immigration. On est tous les quatre pas nés sur le sol canadien, donc on a sûrement des choses intéressantes à raconter de ce côté-là. Je sais qu'Abdel, toi, ça fait très longtemps que tu es au Québec, à Montréal notamment, donc tu as sûrement un autre point de vue parce que ton immigration a été beaucoup plus rapide que la nôtre. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça. C'était en quelle année? C'était en 2007. Ah ouais, il les donnait à ce moment-là, je crois. C'est ça, je pense qu'il t'invitait. Avec le petit croissant. Il te donnait même un chèque pour rentrer, tu vois. Mais alors, moi, je me rappelle à l'époque, les PVT, c'était publié dans les journaux, quoi. Ah puis et ils arrivaient pas à voir. Il y avait des journaux à l'époque, j'imagine. Ça n'existait plus. Ah ouais. Moi, je l'ai fait 2 ans avant la loterie. Et à ce moment-là, je me rappelle, cette année où je l'avais fait, il restait des PVT à donner. Exact. Il n'y avait pas eu assez, genre. Et ça se faisait, genre, le matin, tu te pointais à l'ambassade qui était sur l'avenue Montaigne, et l'après-midi, ils t'appelaient pour aller chercher ton passeport, quoi. Ça prenait juste, je sais pas, je pense que c'est toujours une condition aujourd'hui, l'assurance. Ça prenait une assurance, et puis voilà. On a pas mal fait le tour de vos profils, que ce soit d'un point de vue tech, minimalisme, productivité. On a parlé de pas mal de sujets qu'on va traiter plus en détail dans l'année, j'espère, de ce podcast. Donc voilà, si notre discussion vous a plu, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis à bien suivre notre actualité pour écouter nos prochains épisodes. On va essayer de se faire une petite photo un peu pour vous montrer à quoi ressemble notre setup ce soir. C'est un peu improvisé. Il se peut que dans les semaines à venir, avec un peu de chance, on intègre une caméra dans le setup et puis qu'on vous montre tout ça de façon plus dynamique. Mais en tout cas, c'était déjà cool de faire ce premier épisode avec vous, et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode. Yes, un grand merci. À bientôt. Allez, salut. Merci les gars.